Marketing digital, c'est une science de chiffrer. C'est intéressant parce qu'on a des données, etc. Ce qui est peut-être un peu moins le cas avec du marketing non digital. Et c'est quelque chose sur lequel on a un impact tout de suite. On accompagne des clients dans leur croissance sur les leviers du digital, notamment à travers l'acquisition. Donc c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que historiquement, on vient du SEO, donc on aide les marques à être visibles sur les moteurs de recherche. Ça, c'est notre métier depuis 15 ans et ça reste encore la ligne numéro 1 de notre chiffre d'affaires. Mais on s'est également diversifié sur les métiers autour du search. Bonjour Jérémy. Bonjour Alexandra. Je suis ravie de te recevoir. Merci. C'est la saison 2 du podcast. Comme tu sais, sur cette saison, on s'intéresse à des thématiques. Là, en l'occurrence, celle d'Eskimos me paraît plus qu'intéressante. Donc, tu vas nous raconter tout ça. On va peut-être démarrer par le début. Qui tu es, Jérémy ? Qui je suis ? Moi, je suis Jérémy. J'ai 15 ans d'expérience en marketing digital. J'ai travaillé d'abord en agence, après je suis allé chez annonceur, chez Meilleur Taux, là, pour gérer la partie des gros budgets d'acquisition. Et puis, de façon un peu surprenante, je suis revenu aussi en agence, ce qui est une trajectoire qui n'est pas commune. Souvent, quand on quitte l'agence, après, on n'y revient pas. Et je suis revenu parce que le challenge était assez intéressant. C'était prendre la direction à la France d'Eskimos, qui est une agence d'acquisition européenne, sur laquelle on a plein de chantiers, notamment, on en parlera, mais sur la partie search, notamment, sur laquelle on accompagne les clients. Et donc, pourquoi, juste à titre vraiment purement informatif, tu dis en général quand on en part, on n'en revient pas. Pourquoi ? Moi, je compare souvent l'agence à la prépa. C'est-à-dire que c'est une super école. Je n'ai pas fait de prépa, mais de ce que je comprends, c'est que c'est une super école de formation, l'agence. C'est-à-dire qu'on apprend beaucoup en très peu de temps parce qu'on fait du multi-client, on a plein de problématiques. Donc, ça nous apprend à être hyper carré, à être multitask, etc. Moi, j'ai adoré mes périodes d'agence, mais c'est aussi une séquence qui est très demandeuse, entre guillemets, en termes d'énergie, etc. Il y a une qualité qu'il faut avoir en agence, c'est la résilience. Quand on fait des appels d'offres, on en perd plus qu'on en gagne, un peu comme au tennis finalement. Et donc, faut réussir à se remotiver et se relancer. Et puis des fois, moi, au bout d'un moment, après 6 ans, 7 ans, je sentais que j'arrivais au bout d'un cycle, donc je suis allé chez Annonceur. Et chez Annonceur, c'est aussi intéressant, ça permet de creuser les sujets en profondeur, mais on est monoclient. Ouais. Et c'est vrai que il y a eu une opportunité qui s'est offerte à moi, et puis je me suis dit, pourquoi pas repartir un peu au charbon, entre guillemets. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on revient, on remet un peu son titre en jeu, c'est-à-dire qu'on repart à balle neuve, il faut refaire sa légitimité, il faut repart vraiment à zéro, et moi je trouve ça bien comme challenge. C'était déjà assez innovant d'être dans le marketing digital quand tu y es arrivé au démarrage. Pour le coup, tu l'as vu, j'imagine, beaucoup évoluer. C'est un secteur qui ne fait que... Ce qui était vrai hier ne l'est déjà plus demain. Donc ça, c'est déjà une première question que j'ai envie de te poser. C'est déjà... Comment tu arrives à suivre cette évolution qui n'arrête pas de grandir dans ce secteur-là ? Ouais, alors moi j'y suis arrivé en plus un peu par hasard. J'avais fait des études de journalisme. Okay. Et j'avais candidaté à un stage sur les médias. Et en fait c'était une agence média. Et moi je pensais que c'était du journalisme, et c'était pas du tout ça, hein. C'était du marketing. Donc là j'avais besoin d'un stage, ça avait fité avec mon ancien tuteur, et donc je suis arrivé vraiment par hasard, moi qui croyais écrire, en fait j'étais avec des tableaux Excel toute la journée, et on y prend goût, moi je trouve, parce que c'est quand même marketing digital, c'est à la fois une science de chiffrer, c'est intéressant parce qu'on a des données, etc., ce qui est peut-être un peu moins le cas avec du marketing non digital. Et c'est quelque chose sur lequel on a un impact tout de suite, c'est-à-dire que lorsqu'on lance un dispositif, on lance une campagne, on voit tout de suite si on est pile dans le thème, si on a un bon go-to-market, et on peut réajuster. Moi, je trouve ça hyper intéressant d'avoir de l'impact. Alors, des fois, c'est négatif parce qu'on se loupe, et c'est pas grave, on peut quand même lancer des tests, etc. Et après, sur l'évolution, effectivement, c'est un métier qui a largement évolué et qui évolue encore beaucoup en ce moment. Honnêtement, on est une année hyper charnière en termes d'évolution. Moi, je vois dans l'agence, c'est-à-dire qu'en fait, on est tous en train de réapprendre, et moi, le premier, notre métier. Exactement. Et c'est là où on voit un peu les tempéraments. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ne veulent pas voir évoluer leur métier, qui se cramponnent à des pratiques sur lesquelles ils excellaient il y a 5 ans et 10 ans. Et d'autres, à l'inverse, moi je trouve que c'est une super opportunité. C'est-à-dire, notamment, il y a des profils jeunes qui arrivent, qui n'ont pas d'a priori, qui disent tiens, ce nouvel outil, cette nouvelle IA, en fait, je vais l'utiliser pour m'aider dans ma fonction, pour m'aider dans mon expertise ou dans ma qualité de service. Et qui, en fait, on voit très vite, finalement, arrivent à se l'approprier et puis à produire une prestation de qualité qu'on n'aurait pas eu il y a 1 an ou 2 ans. Donc, moi, je trouve que c'est plutôt très bon signe que ces métiers évoluent parce qu'on a un niveau de qualité qui est bien supérieur à ce qu'on avait il y a 2 ans, 5 ans, 10 ans. Et après, la grosse différence quand même que j'observe sur le marketing, c'est-à-dire qu'il y a 10-15 ans, on avait un marketing
historique, voilà, canal standard où on travaillait beaucoup la marque. Depuis 15 ans, on est passé sur un marketing très à la performance, où chaque action, qu'elle soit mesurée, doit avoir des KPI, et doit avec avoir retour, un nombre de clics, tout Exactement. ce que tu veux. Et là, on est en train de revenir un peu au marketing à l'ancienne. Et quand je dis à l'ancienne, c'est pas péjoratif dans ma bouche. Hein, moi, je trouve que c'est même stratégique. Voilà, c'est-à-dire que de dire aujourd'hui, les actions, elles doivent créer une autorité de marque. Ouais. Et ça, on va le voir avec les moteurs IA qui sont très preneurs de ces signaux-là. Et je trouve effectivement, c'est peut-être un peu trop perdu, et moi y compris, parce que moi j'étais très à la perf. Et je trouve que c'est plutôt sain de dire, en fait, on va arrêter les actions un peu hack, un peu retour sur investissement à J+1, et on va se concentrer sur comment on construit une autorité de marque, comment on devient incontournable, mémorisable, comment on influence finalement la décision. Ouais, j'ai l'impression que pendant un moment, on ne parlait plus que effectivement de ce coût par clic, de ce type d'indicateur. Et il y a aussi peut-être, je ne sais pas si ça rentre en compte ou pas, mais on n'a jamais autant entendu aussi de la force de la marque employeur qui est venue aussi un peu se mettre en parallèle de cette marque tout court. Et peut-être que ça a redistribué des cartes parce que j'imagine qu'on ne peut pas tout à fait suivre de la même manière, en tout cas quantitativement parlant, la marque employeur. Ouais, effectivement, c'est un vrai enjeu. Et même au-delà de la marque employeur, c'est le branding. Hein. C'est-à-dire que parfois, on voit beaucoup dans les marques qu'on accompagne la centralité de la communauté. Par exemple, il y a des marques aujourd'hui qui se lancent et qui croissent uniquement grâce à la force du bouche à oreille, grâce à la force de leur communauté. Des marques comme Lovable, etc. Qui sont... Mais finalement, c'est pas si nouveau. C'est-à-dire que je prends le cas de Harley Davidson, qui est une marque quand même qui a plus de 50 ans. Sa croissance s'est bâtie sur la communauté, sur les sentiments d'appartenance, mais on voit qu'il y a des logiques comme ça un peu historiques qui reviennent sur le devant de la scène. Pareil sur la figure d'autorité du patron ou de la patronne. On voit qu'aujourd'hui, de plus en plus, notamment dans l'univers startup, etc., mais ça se diffuse aussi sur les grands groupes. Il y a la nécessité que le patron ou la patronne, finalement le CEO, prenne la parole, soit pas clivant, mais en tout cas s'engage sur des débats de société sur lesquels avant les marques étaient plutôt frileuses de s'engager. Et donc ça, c'est assez nouveau et je pense que c'est plutôt sain en fait. Et en même temps, je trouve que ça peut être difficile si cette marque qui se construit autour d'un déjà un peu fort, il part, ou il lui arrive quoi que ce soit, peu importe. Enfin, pas peu importe, mais tu as compris le sujet. En fait, tu as une partie de la marque aussi qui perd tout son sens avec le départ de ce DG-là. Nous, chez Eskimos, c'est un peu ça. Hein. C'est-à-dire qu'on a Andrea, qui est le président qui a fondé Eskimos, qui est assez visible, assez connu, hein, et on en parlait juste avant. Effectivement, tout le monde le connaît ou a vu une de ses prises de position. Et donc, il a créé quand même il a une autorité aujourd'hui sur l'écosystème marketing qui est assez forte. Et donc, c'est un super actif pour moi ou pour Eskimos. Mais ça peut être aussi finalement, pas un point faible, mais en tout cas, ça peut être un point de rupture ou bloquant. Et donc, moi, j'essaye effectivement, on essaye de faire émerger, par exemple, dans le management ou le top management, des figures qui soient des relais. Exactement. Moi, j'essaie de prendre la parole, de faire du contenu, on est d'autres, etc. Et en fait, je pense que l'objectif, c'est effectivement pas avoir qu'une tête de pont, parce que là, il y a une trop forte dépendance, mais aussi d'avoir d'autres relais. Et je pense que ça, c'est la bonne approche à avoir. Donc là, pour rentrer concrètement, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu ce que vous faites, Eskimos, parce que c'est intéressant, on va parler de plein de notions qui tout le monde connaît, et en même temps, personne ne sait vraiment comment ça fonctionne. Vas-y. Eskimos, c'est assez simple. Donc nous, on est une agence digitale. On accompagne des clients dans leur croissance sur les leviers du digital, notamment à travers l'acquisition. Donc c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que historiquement, on vient du SEO, donc on aide les marques à être visibles sur les moteurs de recherche. Ça, c'est notre métier depuis 15 ans et ça reste encore la ligne numéro 1 de notre chiffre d'affaires. Mais on s'est également diversifié sur les métiers autour du search. C'est quoi ? C'est notamment, on accompagne les annonceurs sur la partie SIA, donc notamment les annonces payantes sur Google, et également sur les autres moteurs de recherche. Donc c'est quoi les autres moteurs de recherche ? C'est les réseaux sociaux, c'est les marketplaces et c'est les moteurs IA. Aujourd'hui, finalement, ces 4 supports-là, ce sont des plateformes sur lesquelles les internautes font des recherches ou ont des comportements d'achat qui sont intéressantes à les capturer pour pouvoir effectivement mettre en place des stratégies de visibilité pour nos clients. Donc j'essaye de trouver un exemple à chaque fois. Donc bon, la recherche Google, on connaît. Soit elle est naturelle, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'avoir payé. Ça s'est fait naturellement que quand on tape un resto sur l'île, tu vas avoir le nom, puisqu'on est bien d'accord que le référencement naturel, c'est pas de mettre Alexandra Auguste et « Oh, c'est trop marrant, je suis le premier ». On est d'accord. Donc ça, c'est la partie naturelle. On peut payer. On connaît parfaitement, évidemment, aussi la partie Google. Est-ce que ce que tu appelles les réseaux, c'est aussi parfois maintenant, quand on regarde un contenu, on va t'en proposer un autre parce que justement, on a considéré que ce contenu, il était cohérent avec ce que tu regardais. Et c'est ça qu'on appelle le référencement
Ouais, des réseaux payants? Sur les réseaux, en fait, on fait à la fois de l'organique et à la fois du payant, en fait. C'est comme sur Google. Et ce qui est intéressant, il y a un vrai élément différenciant depuis un an, c'est que tout le contenu qui est produit sur les réseaux sociaux, donc sur Meta, LinkedIn, Mhm. etc., X, et également tout le contenu qui est produit sur les marketplaces comme Amazon, Cdiscount, non seulement ce contenu-là est visible sur ces plateformes, Mm. mais aujourd'hui il est indexé sur Google, c'est-à-dire qu'il est aussi visible sur Google. Donc aujourd'hui on a un intérêt, nous, de Mm. dire quand les marques elles produisent ce contenu-là, et aujourd'hui elles sont produites par qui elles sont produites par les équipes branding chez les marques. C'est pas les équipes acquisition, donc c'est pas les équipes search Ouais, qui c'est produisent. pas les mêmes, ouais. Voilà. Elle produit ce contenu pour être visible sur ces plateformes. Et ben nous, on intervient pour dire ce contenu-là que tu as produit, on va aussi l'optimiser pour qu'il soit bien indexé sur Google. Ce qui fait que pour les marques, ça augmente leur chance d'être visible sur Google. Et Google, ça reste quand même aujourd'hui le canal numéro un en termes de visibilité et puis en termes d'intention. C'est-à-dire que les personnes qui font une recherche sur Google, Mm. elles ont une propension à convertir, à acheter, qui est beaucoup plus importante que lorsqu'elles scrollent sur un TikTok ou sur Bien un sûr. Meta, etc. Donc il y a un vrai enjeu de visibilité. Ouais, là-dessus. Aujourd'hui, il y a un enjeu aussi qui est lié à l'IA. Tu l'as dit déjà dans vos métiers, mais aussi pour les marques, puisque en préparant cet épisode, je te disais que j'avais entendu que demain, si on n'était pas cité, en tout cas en tant que marque, dans ta recherche ChatGPT ou autre outil, en tout cas d'IA, eh bien, ça deviendrait la référence un peu de recherche. Et c'est un peu ça que vous faites aussi aujourd'hui. Ouais, c'est ça. C'est une matière qui est assez balbutiement. Donc, il faut être Ouais, assez prudent et modeste dans ce que je vais dire. Ça a 3 ans, c'est une nouvelle plateforme. Aujourd'hui, on est encore en phase de. On réfléchit, on itère, et il y a peu d'annonceurs qui se sont lancés en disant ok, c'est un canal de croissance, je mets en place un budget, une équipe pour être visible là-dessus. En revanche, ce qui est intéressant, c'est les chiffres de croissance. Nous, les chiffres de croissance, on les monitore depuis janvier. Chaque mois, on mesure finalement, l'IA, c'est combien de divisions, entre guillemets. Donc sur les clics, c'est pas grand-chose, c'est moins de 1% des clics de nos clients qui viennent de ces moteurs-là. Donc il y a très peu de d'accord. clics. Donc en termes de chiffre d'affaires Aujourd'hui. online, c'est très peu. En revanche, sur ces moteurs-là, on sait que également, ce sont des comportements qui ne cliquent pas. Pourquoi? Parce que tu vas faire une requête sur ChatGPT, tu vas avoir ta réponse qui va être écrite. Bah voilà, tu as ta réponse, tu n'as pas besoin de cliquer comme sur Google. Donc on sait qu'il y a un delta de 1 à 100. C'est-à-dire que sur 100 requêtes, 100 réponses, on n'a qu'un clic. Mais par contre, ce qui est intéressant d'un point de vue marketing, c'est d'être présent sur ces 100 requêtes. Bien sûr. Même si derrière, il n'y a pas de clic. Nous, aujourd'hui, on est drogué au clic, mais c'est peut-être un paradigme qui, dans 1 an, 2 ans, 5 ans, sera plus aussi dominant qu'aujourd'hui. Donc ça, Parce qu'il y a un travail de notoriété déjà qui se Exactement. fait. À force de lire Exactement. ou d'entendre toujours la même marque qui revient, tu peux commencer à te dire effectivement qu'il se passe quelque Voilà. chose. Et Ouais. aller en boutique directement. Donc toi, tu verras un Bien chiffre en sûr. boutique qui va augmenter, mais tu ne sauras pas que ça vient de ta visibilité sur ChatGPT. Exactement. Donc c'est là où effectivement ça demande un peu d'humilité à nous, experts du marketing, Mhm. parce que on va devoir repenser notre façon de piloter notre approche. Et après, il y a un deuxième changement qui est aussi intéressant, moi je trouve, c'est à quel point cette technologie est devenue mature et surtout a été adoptée. Mhm. Aujourd'hui, sur l'IA, c'est 800 millions d'utilisateurs actifs qui, chaque mois, échangent à peu près, je crois que j'ai calculé en arrivant, 105 messages en moyenne. Donc à la fois, il y a un volume qui est important, puis il y a un taux d'adoption qui est aussi très important. Et donc pour les marques, effectivement, ça va devenir un canal qui va être incontournable pour construire la fameuse autorité de marque, le branding, et être top of mind lorsque va se concrétiser la décision d'achat. Oui, parce que mine de rien, en plus, on déporte un peu nos recherches Google vers nos prompts. On a déporté un peu ce... Eh ben pas trop encore. Ah ouais? Ouais, c'est-à-dire que c'est pas Moi, j'ai ChatGPT l'impression que ça augmente a et changé énormément. je pense qu'on a un biais nous parce qu'on travaille dans ce secteur-là, donc Oui. on n'est pas représentatif de la population. Ce qu'on constate, il y a une étude de SEMrush qui est sortie qui dit que les utilisateurs qui utilisent ChatGPT, ils utilisent encore plus Google en ce moment. Ah ouais? Ouais, il y a un ratio de 1,2 grosso modo. Ok. Alors ça c'est aujourd'hui, peut-être que dans 1 an, 2 ans, ce sera pas le cas. Mais en tout cas, on voit que Ah, c'est rigolo. et Google communique, alors c'est les chiffres Google, donc faut toujours prendre avec des pincettes évidemment, mais ils communiquent sur plus 10% de requêtes par rapport à l'année dernière. Pourquoi? Ok. Parce que Google, ils ont intégré l'équivalent de ChatGPT sur tous les pays. Gemini. Voilà, ils ont intégré Google AI Overview, ils ont intégré iMode, qui sont des fonctionnalités avancées de recherche conversationnelle, comme un ChatGPT, mais sur la plateforme. Alors aujourd'hui, c'est pas disponible en France, donc c'est difficile de se rendre compte, mais si vous allez en Belgique, voilà, tout à côté, on a cette fonctionnalité-là qui permet effectivement d'aller sur une approche conversationnelle. Et grâce à ça, au lieu d'avoir une requête, on en a 2, 3, et donc ça augmente artificiellement, entre guillemets, le volume de requêtes.
Donc là, ça change, en fait, tout ce qu'on est en train de raconter, ça change complètement, enfin complètement, j'exagère. En tout cas, ça bouleverse un petit peu votre quotidien, en tout cas en tant qu'agence, et la manière dont vous accompagnez vos clients, vos différentes marques. Et puis les marques, j'imagine qu'elles viennent avec des demandes qui sont autres ou un peu en panique de comment on fait maintenant parce qu'on avait mis beaucoup de budget là. Comment on répartit ce budget-là et c'est quoi la stratégie 2027, quoi, presque? Ouais, c'est vrai qu'il y a un phénomène un peu de panique morale. On a deux cas. Donc, on a la posture, effectivement. On a le patron, le CMO, qui dit on investit beaucoup sur Google et j'ai l'impression que Google est mort. Il faut basculer sur ChatGPT. Donc, moi, j'ai plutôt le discours de dire dans ton reporting, en fait, Google n'est pas mort et c'est même canal numéro un. Donc, on va continuer à investir sur Google. Bien sûr. Et Google va rester. Moi, ma grande hypothèse, c'est que je pense que Google va finir gagnant sur ce nouveau canal. Je pense qu'ils vont dépasser ChatGPT, mais je suis un peu seul à penser ça. Tu pourras me questionner, j'ai plein de faisceaux d'indices qui me confortent là-dedans, mais on verra si j'ai raison ou pas. Donc non, il faut continuer à investir sur Google. Et pour une raison assez simple, c'est que par exemple, aujourd'hui, ChatGPT n'a pas d'index. Et donc, les réponses proposées par ChatGPT, Perplexity, Claude, etc., elles aspirent finalement l'index Google. Donc la meilleure façon d'être visible sur ces nouveaux moteurs, c'est d'être très bien positionné sur Google déjà. Et après, il y a la deuxième attitude de personnes qui disent « Oula, moi je sais pas ce que c'est ce nouveau canal, j'ai peur, c'est l'IA, c'est quoi, c'est les robots, et je veux surtout pas investir dedans, et en plus j'ai peur pour qu'ils me siphonnent toutes mes données. » Et ça, c'est des marques dans des secteurs un peu touchy comme banque, assurance, luxe, qui disent avec ce canal-là, j'ai pas la maîtrise sur mon discours. Et donc, au lieu d'aller préempter ça, je préfère la politique de l'autruche et me dire que si je fais rien, il se passe rien. Ce qu'il faut, parce que si tu fais rien, en fait, il y a d'autres personnes qui parlent de toi, exactement ce qui se passe, et donc tu as encore moins la maîtrise de comment tu es mentionné, cité, etc. Oui, puis ils essayent de créer leur propre outil interne d'IA, enfin c'est avant de concurrencer ou de venir travailler sur les mêmes sujets, il va y se passer quelques temps. On est bien d'accord. Et pour le coup, comment vous avez accueilli ça au sein de l'agence, justement, toutes ces évolutions? Est-ce que vous les avez vues venir? Est-ce qu'il y en a certaines qui ont été plus vite que ce que tu avais imaginé? Ou en tout cas avec les équipes, bien sûr. Et comment vous pouvez... tu as donné déjà des premières réponses, hein, mais rassurer tes clients, mais aussi arriver à vous essayer de deviner ce qui va se passer pour être toujours en avance aussi sur cet accompagnement et le conseil que vous faites. Ouais. Là, on est dans la situation la plus inconfortable du monde. C'est-à-dire que moi, j'aime bien dire que je ne sais plus quel professeur dit ça, l'ancien monde meurt et le nouveau monde tarde à naître. Et en fait, on est exactement dans cet entre-deux où on ne sait pas où ça va aller, on ne sait pas quand ça va démarrer. On sent bien qu'il y a un truc qui va se passer, que ça va être un grand blast, mais on ne sait pas si c'est maintenant, si c'est dans 3 mois, dans 1 an, 2 ans. La chose qui est sûre, c'est qu'aujourd'hui, l'IA, ça occupe 100% de nos discussions avec nos clients et prospects. Peu importe le sujet initial, on y revient, et c'est fruit de fantasmes, c'est fruit d'opportunités, c'est fruit des... Par contre, en revanche, sur combien de CA ça représente, il y a un décalage énorme. C'est-à-dire que ça occupe, je te disais, beaucoup de c'est charge intéressant. mentale, mais en termes de CA chez nous, et puis même chez nos clients, c'est epsilon encore. Bien sûr. Donc aujourd'hui, on accompagne une 50aine de clients, mais on est sur une approche, on fait des POC, on fait des audits, on fait des premiers tests. Voilà, il n'y a pas un track record monstrueux. J'espère que l'année prochaine, ce sera mieux. Mais c'est un sujet, par contre... Mais parce que le client lui-même va te dire d'abord, on fait un POC. C'est même pas toi qui veux le faire. Exactement. C'est le client qui dit, je veux y aller, mais attention. Ouais, on n'y va que par... on va prendre un tout petit truc, et puis celui pour lequel on est sûr que, si ça marche pas, c'est vrai. Et puis, vu le contexte aujourd'hui, on n'est plus à l'ère de l'argent magique. Donc aujourd'hui, toutes les marques, mais 100%, c'est-à-dire même les gros annonceurs qui étaient peut-être insensibles au contexte économique, entre guillemets, même eux aujourd'hui, ils regardent leur portefeuille, ils ont raison, mais en tout cas, c'est une donnée qui fait qu'on a plus cette approche de dire on sacralise 5-10% de notre budget marketing pour faire des tests. Ça n'existe plus. Bien sûr. Donc maintenant, ils disent ok, ça me paraît super l'IA, mais est-ce que ça va m'apporter de l'argent? La vérité, c'est qu'il faut à court terme, non, enfin, c'est ou pas autant que ce que tu penses, mais moi je pense qu'il y a une vraie opportunité de dire le premier arrivé, c'est souvent celui qui... Il y a la prime au premier. Un peu comme sur TikTok en 2018. Bien sûr. Les premières marques qui se sont lancées sur TikTok en 2018, avec un tout petit peu d'effort, elles ont réussi à être très visibles, et après elles ont réussi à surfer sur ce gain pendant X mois ou X années. Et là, je pense qu'on est typiquement à ce moment-là. Il faut que des marques soient un peu courageuses, entre guillemets, et y aillent. Et après, pour répondre à ta question, c'est d'ailleurs, moi en tant que patron d'agence, l'arrivée de ces moteurs-là, de ces nouveaux moteurs-là, et l'arrivée de l'IA plus globalement, c'est à la fois, moi j'ai plutôt tendance à avoir toujours le verre à moitié plein.
moi je le vois comme une opportunité. Donc évidemment, ça touche et ça fragilise, entre guillemets, nos métiers historiques, que ce soit sur le SEO, le contenu, etc. Euh, Évidemment que ça redistribue aussi les cartes. C'est-à-dire que ça crée des opportunités pour des nouveaux entrants. Et ben moi, je me positionne comme un nouvel entrant en fait. Je le vois comme ça et je me dis, sur la partie géo, donc la géo c'est l'équivalent du SEO sur les moteurs d'IA. Moi, tout de suite, je suis arrivé en janvier. Tout de suite, dès janvier, on a commencé à déployer une roadmap en termes de montée en compétences en interne, en termes de production use case. On a créé une techno aussi en interne pour qu'on met à disposition de nos clients pour qu'ils mesurent leur visibilité sur ces moteurs-là. Et on a créé des études, on a réfléchi. Moi, j'écris beaucoup du contenu sur différents médias partagés parce que c'est une matière organique. Et la meilleure façon d'apprendre, c'est de lui rentrer dedans, quoi. C'est de tester. On a testé pour nous d'abord, puis après on a testé pour des clients. Je pense qu'aujourd'hui, voilà, on prend plein d'insights. Et en fait, les meilleurs insights, c'est les insights de terrain. C'est ceux qu'on teste avec nos clients. Et aujourd'hui, par exemple, en agence, on a un playbook d'une centaine de pages là-dessus, avec tous nos échecs. Et puis toutes nos réussites, donc des fois il y en a plus d'un côté, des fois de l'autre, voilà, mais c'est des enseignements, et en fait les échecs peut-être d'il y a 6 mois, c'est peut-être des réussites cette année, inversement. Bien sûr. Donc moi je prends vraiment, c'est un nouveau territoire à exploiter, ça crée un peu d'inconfort en interne, et chez tout le monde en fait je pense, mais voilà, je pense oui, qu'il faut chez tout saisir. le monde, on est d'accord. Voilà. Et en même temps, c'est exactement ce que tu disais, c'est-à-dire qu'il y a l'excitation, quand même, de l'intégration de l'IA dans ton métier, dans ton quotidien et dans ton produit, ton service. Et en même temps, un peu cette crainte de dire, OK, on le fait, mais est-ce qu'on commence par un petit bout? Est-ce qu'on y va massivement? Est-ce que mes clients sont prêts? Est-ce qu'ils sont prêts, mais est-ce qu'ils sont prêts à mettre quelques euros de plus? Parce que mine de rien, ça génère aussi des coûts. Donc oui, non, on est bien dans ce paradigme. Et là, vous avez lancé le baromètre. Ouais. Tu peux m'en dire deux, trois mots? Justement, parce qu'on sent bien qu'il y a c'est le sujet qui est au cœur des discussions, qu'il y a une tension un peu salvatrice au niveau du marché. Donc, donc nous, historiquement, on produit ce qu'on appelle chaque année les baromètres du search. C'est-à-dire que sur le canal SEO SIA, donc sur le Google gratuit et payant, grosso modo, on mesure un peu secteur par secteur, donc industrie par industrie, quels sont les leaders. Ouais. Voilà. Et là, on a pris le parti de faire la même chose sur la partie géo, donc sur ces nouveaux moteurs IA, savoir quelles étaient les marques leaders. Donc, on a audité 1200 marques sur 9 territoires, sur 50 000 prompts. Donc, c'était un travail de tout l'été. On n'a pas chômé pendant les vacances. C'est ça, en fait, c'est que pour arriver, parce que je vois bien comment tu arrives à détecter, même si je minimise pas le travail que c'est, mais j'arrive à identifier ce que vous faites en SEO et SEA. Comment vous arrivez à imaginer les prompts qui vont bien pour arriver à en sortir ce baromètre-là? Ouais, c'est un peu le nerf de la guerre aujourd'hui sur ChatGPT, Claude Perplexity, pour 2 raisons. C'est que, dans leur API, ils ne donnent pas accès au volume de requêtes associé aux prompts. Exactement. Donc on ne sait pas quels sont les top prompts, entre guillemets. Et deuxièmement, ils ne donnent pas accès à une doc, un peu comme l'équivalent d'un Google. C'est-à-dire que Google, on se moque un peu souvent de Google, etc. Et moi, je trouve à tort, parce qu'ils donnent une doc avec des guidelines qui sont un peu floues, mais qui ont le mérite d'exister. ChatGPT, c'est pas leur souci. Ils ne donnent pas de guidelines, tu te débrouilles, tu cherches, tu fais vraiment la façon empirique, etc. Je pense que ça va changer par contre, parce qu'ils sont en train de créer sur une plateforme payante où il y aura de la pub. Et pour convaincre des annonceurs de payer, pour acheter des mots-clés ou des prompts, ils seront obligés de... Il faudra qu'on ait des volumes à côté, sinon tu vas pas payer si tu n'as pas de volume. Voilà. Donc ça, je pense que c'est une question de mois ou de semaines, voilà, mais en tout cas, ça va être réglé. Donc comment on a fait pour identifier ces prompts? Il y a plusieurs choses, en fait, il y a plusieurs possibilités. La première, c'est qu'on fait... on allait taper dans la donnée de Google, parce que Google, je t'ai dit, a déployé Google AI Overview, iMode, donc, qui sont des équivalents de ChatGPT sur la plateforme, pour identifier un peu les top requêtes ou les top prompts qui remontaient. Ça, on arrive à les identifier parce que c'est des requêtes très longues qui remontent. Okay. Et en partant du postulat assez simple, en disant ce qui a été tapé sur Google, en requête très longue, ça peut être la même requête qui peut être tapée sur ChatGPT, etc. Après, on a aussi fait un peu de rétro-engineering sur les top marques. Pour une grande marque comme Allianz, typiquement, il y a des questions qui reviennent sur des forums, sur du Reddit, sur des plateformes de notation, etc. Donc on a identifié finalement des récurrences sémantiques qu'on a également intégrées finalement dans nos outils. Et après, dans notre outil qu'on a créé, on a aussi un moteur d'IA qui, en fonction d'une URL et d'un spectre sémantique donné, va identifier des prompts potentiels. Voilà, des prompts potentiels qui lui paraissent cohérents, avec la limite qu'on n'a pas le volume associé. Bien sûr. Mais donc, en fait, pour résumer, on a bricolé, voilà, parce qu'à date, on n'a pas la donnée publique. Mais bon, ça a le mérite au moins de donner une première indication. Moi, je ne prétends pas avoir la science infuse et la vérité absolue sur cette étude, mais en tout cas, ça donne une première direction en disant, voici sur ces 50 000 prompts et les prompts qui sont disponibles. Donc,
Moi, j'ai eu des retours en disant je comprends pas, ma marque n'est pas citée. Bah, j'ai fait le travail ad hoc encore ce matin, par exemple, avec un acteur de la mutuelle. Je lui dis bah, donne-moi tes concurrents et donne-moi tes prompts. Et puis voilà, j'ai lancé l'analyse et donc je fais du sur-mesure pour cette personne-là. Mais du coup, ça donne quand même une indication secteur par secteur. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que bah, c'est le poteau rose un peu. C'est-à-dire que les grandes marques qui remontent, ce sont des grandes marques qui ont une autorité de marque, justement, phénoménale. C'est-à-dire qu'il y a très peu d'acteurs entrants qui sont tout en haut. Par contre, ce qui est intéressant, ça c'est un vrai enseignement qui me paraît pas logique tout de suite, c'est que les marques souvent les plus citées ne sont pas les marques qui forcément génèrent le plus de trafic. Et il y a une grande différence entre le fait d'être cité, visible, et le fait de générer des clics sur ces moteurs-là. Et donc on voit qu'il n'y a pas de... Alors, sur certains secteurs c'est le cas, typiquement banque assurance c'est le cas, il y a une récurrence qui est assez forte. Mais il y a des secteurs comme le luxe, comme le prêt-à-porter, où les leaders de la visibilité ne sont pas les leaders du trafic. Et donc ça c'est intéressant, c'est-à-dire que peut-être que le contenu qui est cité est tellement pertinent, cohérent, que ça ne la cite pas au clic et la personne elle a sa réponse et basta. Oui, ou peut-être que... Il y a une notion aussi de notoriété, c'est-à-dire qu'on est tout à fait en phase avec ce qui est dit, et pour autant, je ne vais pas forcément passer à la... Si on parle de luxe, par exemple, ça ne va pas forcément déclencher effectivement le clic. Puis après, je pense qu'il y a des secteurs qui méritent quand même d'être creusés, c'est-à-dire banque assurance. Si je veux changer d'assurance, j'aurais peut-être envie de cliquer parce que est-ce qu'une réponse sur ChatGPT, ça me suffit? Peut-être que j'ai quand même envie d'aller voir le site de l'assureur, etc. Alors, sur le prêt-à-porter, si je demande des conseils, ou par exemple sur le tourisme, je demande des conseils sur des destinations, peut-être que la réponse que me propose ChatGPT, elle est suffisante et j'ai pas besoin d'aller creuser sur le site de l'annonceur A, X ou Y. Je sais pas si ça vient un peu aussi en parallèle, mais j'avais vu une vidéo là quand il y a eu la dernière fonctionnalité de ChatGPT où tu pouvais demander par exemple trouve-moi un t-shirt blanc taille XL, je dis une bêtise, pour moins de 20 € et mets-le-moi dans le panier. Et en fait, tu voyais l'IA le faire. Et donc là, typiquement, il va lui-même en fait te proposer d'aller sur un site. Et donc là, c'est bien cette notion de je te remonte en premier et je te propose cette marque-là parce qu'elle est particulièrement bien référencée en géo. Ouais, tout à fait. Ça, c'est un usage intéressant. Alors, c'est pas disponible aujourd'hui en France, hein. C'est testé là aux États-Unis et il y a certains acteurs qui sont whitelistés. Donc, il y a Stripe pour la partie paiement, il y a Shopify sur la partie CMS, et puis après, il y a quelques acteurs annonceurs qui sont comme Etsy, etc., qui sont onboardés dans le programme. Et puis là, il y a ChatGPT qui a lancé son navigateur qui intègre aussi cette fonctionnalité. Ce qui, moi, quand même, ça m'apporte plusieurs réflexions. C'est à quel point on est prêt à déléguer finalement cette fonctionnalité d'achat. Mais bien sûr. Je ne sais pas à quel point on est prêt, si on est prêt à le faire sur tous les services. C'est-à-dire que sur un t-shirt blanc à 20 balles, peut-être qu'on est OK. Bien sûr. Sur une assurance, sur un achat de voiture, peut-être qu'on est un peu moins prêt. Voilà. Alors, l'avenir nous le dira. Peut-être qu'après, il y a des verrous mentaux qui sautent petit à petit. Ça, je veux bien le croire. Et après, le deuxième point, moi, quand même, qui m'inspire une réflexion, c'est on travaille beaucoup l'UX des sites, ou la partie SEO. C'est-à-dire comment tu fais en sorte de rendre ton site attractif pour un site à conversion. Avec ce système-là, tu n'auras plus besoin de ça parce que ton site, c'est un catalogue, donc il faudra presque le rendre à l'inverse de l'UX, c'est-à-dire qu'on va peut-être l'alourdir entre guillemets pour lui donner le plus d'informations possible pour que l'IA comprenne et aille directement droit au but finalement et trouve l'information qu'il nous faut. Donc peut-être que même il va y avoir un effet balancier, on va aller à surcharger le site. Ça, je ne sais pas encore, mais c'est peut-être une hypothèse. Ou alors un deuxième site, tu sais, le site, si c'est toi qui vas le site, si c'est l'IA finalement. Un gros catalogue, voilà, comme ça, avec des pages HTML bien lourdes, c'est possible. Mais c'est vrai que j'ai pensé tout de suite, effectivement, à cet exemple quand je savais qu'on se voyait, parce que j'ai trouvé que c'était effectivement un exemple parfait de, effectivement, quand l'IA t'amène directement sur la page d'une marque en particulier, tu es content quand c'est la tienne qui a été proposée directement. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que comme c'est assez nouveau, il y a un niveau de confiance qui n'est pas fort, mais qui est neutre. C'est-à-dire qu'on pense que les résultats qui sont poussés, ce sont les meilleurs résultats par rapport à ma recherche. Il n'y a pas de méfiance aujourd'hui. Ce qui n'est pas le cas sur le search. Sur le search, comme ça fait 20 ans ou 25 ans qu'on utilise, on voit qu'au fur et à mesure, la courbe de confiance a tendance à être décroissante. Parce qu'on voit bien que les marques, grâce au bon travail de leurs agences notamment, le premier résultat sur Google, c'est pas le plus pertinent, c'est l'agence la plus forte finalement, ou l'annonceur le plus fort qui remonte. Voilà. Et je pense que sur l'IA, à date, elle joue effectivement d'une sorte de statut d'immunité qui fait qu'on dit « Ah ok, le résultat il est bon, etc. » Mais qu'au fur et à mesure, ça va se normaliser comme le search. Et donc on aura peut-être une méfiance en disant pourquoi c'est tel annonceur qui m'a été recommandé sur mon exemple, ma demande d'achat de t-shirt blanc.
Et peut-être que là, on va vouloir reprendre la main pour valider le panier ou en tout cas reprendre possession de l'acte d'achat, je pense. Mais oui, parce que pour le coup, ça paraît. Enfin, en tout cas, cet exemple-là, il paraît dingue parce que vraiment, quand tu voyais l'exemple, il manquait vraiment plus qu'à mettre OK. Et limite, tu as l'impression que si il met, bah vas-y, va jusqu'au bout, bah en fait, il a déjà ta carte bleue, il a déjà tout. Donc, tu as vraiment délégué l'entièreté de tes informations et c'est OK dans un monde où on te dit tous les jours, fais gaffe, arrête de mettre des données. Donc, ça paraît complètement incroyable, en fait, cette double facette qu'on a tous. Après, c'est propre. Mais après, il y a deux exemples moi, qui m'ont interpellé. Je crois que c'est le patron de la Belleville qui a fait le test. Et je trouvais que son argument était bon. C'est-à-dire que, par exemple, moi je fais mes courses en ligne depuis X années. J'ai arrêté d'aller en magasin parce que c'est vraiment un truc que j'aimais pas. Pareil. Mais sauf que les 20 minutes que ça me demande, c'est encore trop. Alors que c'est que 20 minutes, c'est pas beaucoup. Tu vois, c'est vraiment horrible ce que je dis. Et lui, il dit, dans son exemple, il a réussi à faire tout un panier, etc. en 1 minute. Et ça, je trouve que le cas d'usage, il est top. Mais C'est-à-dire oui. que c'est ton magasin. Donc, si t'es client à la Belleville, tu vas toujours sur la Belleville, il a ton historique. Tu Il pourrais le très sait. bien lui Ouais. dire, voilà, remets-moi tous mes produits, etc. en fonction de mes demandes. Et c'est fait en 1 minute. Et là, je trouve que là par contre, ça répond exactement à une demande très précise d'efficacité et cohérente avec une marque que tu connais. Oui, avec pour le coup, beaucoup moins de données qui me paraissent sensibles Ouais. pour le coup. Tout à fait. C'est ton panier quotidien. Enfin, Voilà, c'est tu ça. vois, hebdo. T'as ton compte client, voilà, tu refais ton achat, etc. Et après, sur les données sensibles, c'est marrant parce que je regardais une statistique là, ce matin. Euh, on parle beaucoup des données sensibles, etc. Mais moi, j'ai un avis assez tranché. Je trouve que c'est souvent un faux-nez, ou en tout cas, c'est un prétexte qui nous permet d'avoir un positionnement moral à peu de frais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vois, si on était si sensible finalement à la protection des données, on n'utiliserait pas Google, on n'utiliserait pas, Ah, mais on ne ferait rien. on utiliserait des moteurs alternatifs qui Mais eux évidemment. protègent plus. Mais sauf qu'on le fait pas parce qu'on fait un choix très factuel en disant je sacrifie un peu mes données personnelles pour avoir une qualité d'usage, pour être dans le commun finalement. Et il y a une étude qui montrait que 80% des Américains étaient prêts à partager leurs données si en échange ils avaient une gratification. Donc, et qui était de quelques dollars. Donc on voit qu'on accorde peu de valeur. Et moi le premier, honnêtement, ça me dérange pas trop en fait. C'est-à-dire que je me dis par exemple sur la publicité, je préfère avoir de la pub ultra ciblée qui sont en cohérence avec ce que je veux, quitte à partager mes données, plutôt que ne pas partager mes données et avoir des pubs vraiment qui soient Qui soient pas décalage et cohérentes. qui soient Ouais. vraiment, je trouve, compliquées pour le cerveau, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont trop en éruption. Donc je pense qu'on a une approche assez ambivalente. C'est-à-dire que c'est un peu comme les gens qui regardent Arte. Donc, tu as 10 millions de personnes déclaratives qui regardent Arte, et puis factuellement, c'est 66 millions. Voilà, c'est ça. Voilà, Ça, c'est vrai que c'était toujours la chaîne la plus regardée. voilà c'est tu ça. sais. En déclaratif dans On les est bien sondages. d'accord. Voilà, c'est ça. Évidemment. Et France Culture aussi. Autre sujet qui m'a intéressée en regardant un peu ce que vous faites, c'est la partie académie. Je trouve ça intéressant parce qu'on est avant tout sur une société de conseil, de services, et vous avez fait le choix aussi d'accompagner, j'ai envie de dire, vos clients sur la montée en compétences de ces sujets autour de la data, sur la partie search, justement. C'est quoi le parti pris, en fait, là, pour le coup d'Eskimo sur l'académie? Ouais, l'académie, c'est un parti pris assez fort qu'on a. C'est d'abord pour déjà monter en compétences en interne. Donc on a une responsable formation interne, c'est le job à temps plein, de faire ça. Alors pas tant de faire les formations, mais de s'assurer que les formations, que le programme soit délivré, etc., avec les bons intervenants, que ça peut être des intervenants internes ou externes. D'accord. Sur S1, c'est 70 formations internes, par exemple, qui ont été réalisées en groupe, soit avec toute l'agence, soit par groupe de 10 personnes. Donc c'est un investissement très fort. Et C'est vrai que je t'ai pas demandé, c'est combien de personnes aujourd'hui Eskimos? c'est 250 niveau Europe, et la France, moi que je dirige, c'est 120, 130. Ok. Et donc moi je te parle juste du périmètre France, 70 formations en 6 mois sur les 120. 120. Donc il y a donc toutes les personnes ont été formées au moins une fois, 2 fois, 10 fois, ça dépend les sujets, ça dépend le parcours de formation, mais quand on fait les entretiens annuels, c'est le critère numéro 1 de satisfaction qui remonte. Donc c'est vraiment un actif sur lequel on est hyper intransigeant et sur lequel on investit beaucoup. Donc ça c'est le premier point. Et après, il y a évidemment des formations externes. Donc soit c'est du ponctuel, l'annonceur vient nous dit j'ai un besoin de formation. En ce moment c'est le géo, voilà, évidemment. Octobre on en a fait 10 à peu près. D'accord. Voilà. Ou sur l'IA, ou sur la data, etc. Donc là on fait des formations sur mesure. Et après on a aussi un bootcamp. Là on est en plein dans le bootcamp, donc c'est 6 semaines sur lesquelles on onboard effectivement des élèves entre guillemets. Alors ça peut être des reconversions, ça peut être des personnes qui ont 1 an ou 2 ans sur nos métiers, et sur lesquelles pendant 6 semaines ils vont travailler sur nos différents métiers. Donc c'est intensif. On les fait travailler sur des vrais cas entre guillemets. Et puis derrière, l'objectif, c'est
c'est de les embaucher ou c'est faire en sorte qu'ils soient le plus employables possible. Hein. Alors, j'ai plus en tête la date exacte de démarrage du bootcamp, mais ça a plusieurs années et on est à 100% d'employables. De personnes Ah ouais. employées je crois que sur les 3 ou 6 mois après. Ouais. Donc là, ils sont combien, par exemple, dans le bootcamp? Là, ils sont 12. Ils sont 12. Donc potentiellement, c'est des gens que vous avez même détectés avant comme étant potentiellement employables Ouais. chez Eskimos, mais qui nécessitent pour le coup un peu ce bootcamp. C'est un peu comme de l'onboarding en fait, Ouais, c'est ça. mais plus quoi, parce ça. que pour le coup... Sur les 3 dernières années, on a embauché 10 bootcampers. Voilà, à peu près. Donc on n'embauche pas toute la promo à chaque fois parce que on essaie d'avoir une gestion de nos ressources qui soit cohérente avec aussi Bien sûr. notre évolution. Puis il nous faut aussi des parcours seniors qu'on embauche. On peut pas embaucher que des juniors. Mais à chaque fois sur les promos, on embauche 2 ou 3, on va dire. Et puis les autres, ils vont chez l'annonceur, à la concurrence aussi. Donc il faut aussi rayonner la marque. Donc nous, on est très contents de ça. Ouais. Oui, ça c'est un parti pris sur lequel vous êtes OK Ouais. de les former et de dire... Ouais. Honnêtement, c'est une activité, c'est pas là où on gagne de l'argent. Oui, C'est-à-dire je que me doute. c'est pas tant l'objectif. L'objectif, c'est... Et puis même en interne, ça crée une émulation, ça permet aussi de mettre en posture un peu... de lâcher prise des consultants. Par exemple, sur les formateurs, donc on a des directeurs qui viennent former, mais on a aussi des consultants qui ont leur première finalement session de formation. Donc d'un coup, ils passent de j'étais élève à je deviens le professeur, entre guillemets. Et donc ça leur permet aussi de monter eux en compétence sur leur maturité, leur niveau de discours, etc. Donc c'est un super exercice. Honnêtement, on a beaucoup de personnes qui sont volontaires pour le faire. Et nous, ça crée aussi une émulation. Voilà, c'est toujours une période assez charnière. Ça permet aussi de voir si on est bien à l'état de l'art, de remettre à jour un peu tous nos supports, etc. Donc, moi, je trouve que c'est un super exercice, effectivement, pour Et ça la vous boîte. challenge un peu, j'imagine aussi, d'avoir, comme tu disais, en fait, c'est une génération, si je comprends bien, c'est plutôt des jeunes Oui. qui viennent un peu en mode naïf, mais qui se mettent aucune barrière. C'est ça. C'est ça qui sont quand même très volontaires. C'est ces personnes qui se disent j'ai eu un cursus académique assez théorique, un peu comme moi j'ai eu, par exemple. Classique. Et en fait, j'ai quand même envie d'apprendre un vrai métier sur lequel je peux agir tout de suite, je peux être opérationnel autant que faire se peut, mais rapidement. Et donc, ils se disent, en 6 semaines, et souvent, ils arrivent, ils sont déjà un peu formés, c'est-à-dire qu'ils ont déjà bouffé de la documentation, ils ont déjà botassé, ils n'arrivent pas vierges, c'est souvent des personnes qui sont quand même très motivées. Et donc, c'est intéressant parce que ils nous challengent beaucoup, puis ils font progresser effectivement le collectif. Ouais. Et ça, vous en faites un par an? Oui, un par an, ouais. Ce qui est déjà pas mal, hein, j'imagine. Ouais, une logistique, il faut réserver les lieux, il faut mobiliser les directeurs, etc., les enseignants, entre guillemets, en interne. Donc, sur 6 semaines, effectivement, ça occupe pas mal. Ouais. Et tu disais, là, en 3 ans, il y a un joli bouche à oreille qui fait que vous connaissez presque votre prochaine promo de 2026 parce que... Il n'y a pas de concurrence. Quand on s'est lancé, nous, on s'est lancé il y a plus de 3 ans. C'est pour ça que j'ai plus la date, mais on était un peu les seuls. Je pense qu'on était peut-être la première sur le marché. Donc, la date, maintenant, il y a de la concurrence. Donc, c'est un peu moins facile de recruter, mais on arrive toujours à remplir la promo, effectivement. Ouais. Des 12. Ouais. 12, 15, ça dépend. Mais là, oui, mais à peu de choses. Et après, il y a aussi des personnes qu'on refuse. Hein. C'est-à-dire que... Oui, vous vérifiez quand même... On vérifie la motivation, on vérifie s'il y a une adéquation. L'objectif, c'est pas de créer des déceptions. Parce que pour la marque employeur, tu l'as dit, moi, je préfère refuser quelqu'un tout de suite plutôt que l'onboarder. Si on sait que ça va à l'échec, ça n'a pas d'intérêt quand on n'est pas à 1 000 € près. Enfin, c'est pas l'objectif. Donc, on veut que ça soit gagnant des deux côtés, à la fois que le candidat soit content et que nous, on puisse effectivement le faire monter en compétence. Si on voit que dès le début, ça bloque, on abandonne le... Et vous, ça vous permet de détecter 2-3 pépites. Enfin, c'est pas forcément le bon terme, mais en tout cas, vraiment des gens qui vont créer la différence pendant ces 6 semaines. Quoi. Totalement. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, avec l'IA, ça redistribue les cartes, je trouve, en termes de montée en compétences. Aujourd'hui, dans l'organisation, il y a des personnes juniors qui ont pris des postes, qui sont visibles, qui ont pris des responsabilités qu'elles n'auraient pas pris il y a 3 ans. Parce que très vite, elles sont montées en compétences, très vite, elles ont eu un parti pris en disant tiens, l'IA, c'est un super outil, ça va me permettre de faire X et Y. Et donc, elles y sont allées sans a priori. Et donc, effectivement, c'est l'objectif du bootcamp, c'est d'identifier des pépites qui ont un savoir-être qui est top. Et il suffit effectivement de les accompagner sur toute la partie compétences un peu dures du métier. Parce que ça s'apprend, le SEO, le SIA, c'est des choses qui se devinent pas. Donc, mais si on a la bonne mentalité, la bonne posture, honnêtement, c'est pas le plus dur, entre guillemets. Toi, tu me disais, tu es arrivé il y a 1 an en tant que DG, c'est ça? Même pas, ouais, janvier. Janvier. C'était ta première posture de DG? Tout à fait, ouais. Ça fait quoi d'être DG d'une boîte où, en tout cas, une bonne partie, j'imagine que tu n'en as pas recruté 119, si c'est toi le 120e, on va dire,
C'est quoi les premières semaines quand tu arrives en tant que DG dans une boîte avec plus de 100 personnes? Eh ben, ça apprend la modestie. C'est-à-dire que c'est un nouveau métier. C'est-à-dire que même si je Non, connais... non, mais c'est pour ça que je te pose la Ah ouais, question. t'as raison, t'as raison. Bah, c'est un vrai nouveau métier. C'est comme ça que je l'ai appréhendé, en tout cas. C'est-à-dire que bah, j'étais à leur place. Donc, j'ai fait 6-7 ans d'agent. Je vois bien les problématiques, etc. En revanche, j'ai jamais été dans la posture de DG. Donc, donc moi, je voyais vraiment en disant, bah, voilà, je repars à zéro, j'ai toutes mes preuves à faire. Et effectivement, j'ai jamais connu la configuration où j'arrivais avec une équipe en place. Moi, je suis toujours arrivé à créer un département, à créer une BU, à créer une équipe. Et donc là, j'arrive avec un truc qui tourne, des process bien huilés, etc. Et bah, faut réussir à faire sa place, faut réussir effectivement à montrer sa légitimité. Et sa légitimité, ça passe par plein de façons différentes. Ça peut être par expertise, par le fait d'imposer une direction, le fait d'être Mhm. chaleureux, etc. Donc il y a des cartes que je sais jouer, d'autres que je sais moins jouer. Donc j'ai essayé de faire avec mes forces. Et la tentation, qui d'ailleurs était peut-être la mienne, je ne sais pas, mais c'est qu'on veut tout de suite mettre son empreinte parce qu'on veut prouver, etc. Et des fois, on a peut-être tendance, c'est peut-être sûrement mon cas, mais à vouloir un peu changer en disant, bah, il y a ça qui va pas, il faut le changer, etc. Et en fait, des fois, on crée peut-être un peu plus d'irritant ou de confusion versus la trajectoire de la boîte ou versus la performance qu'on va chercher. Donc, Ça, c'est moi, très, si j'ai très un vrai. conseil à me donner au Jérémy de janvier, c'est peut-être d'être pas plus prudent, parce que c'est pas mon tempérament, moi, c'est pas ça, mais peut-être euh, de lancer moins de chantiers de front. Alors, je pense qu'on avait une sorte de dette à rattraper parce qu'il y avait des points clés sur lesquels on n'était pas présent, sur lesquels aujourd'hui on est présent. Donc ça, c'est un succès, mais au prix de bah, peut-être un peu de tâtonnement, etc. Donc voilà, c'est pas évident comme poste et je suis content de le faire, mais j'apprends tous les jours. Mais c'est hyper intéressant ce que tu racontes parce que pour le coup, je trouve que ça, on ne le dit pas assez. Ou en tout cas, effectivement, hein, c'est normal et c'est humain. T'arrives à ce poste-là, bah, tu veux montrer qui tu es et donc tu veux dire, bah, j'ai bien vu qu'il y avait des choses que je pouvais amener en tout cas et donc on veut le faire. Et en même temps, en face, en tant que collaborateur, on dit, est-ce il sait déjà quand même tout ce qu'on a déjà mis en place il se rend compte ou est-ce qu'il est en train de nous dire juste bah, tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant? Alors, je dis pas que c'est ton cas, mais Ouais. je te fais vision collab. Mais il est en train de dire que tout ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui, c'était pas à la hauteur et maintenant il faut tout changer. Mais voilà. Donc, et je trouve que ça, cette posture-là, justement, d'arriver en tant que DG auprès d'une équipe qui était déjà là, déjà constituée, eh ben, c'est un sacré enjeu. Ouais, et puis en plus, chez Eskimos, par exemple, le CODIR, hein, qui est l'équipe qui pilote avec moi, c'est des personnes qui sont là depuis 5-10 ans. Et dans le monde des agences, c'est assez rare. C'est-à-dire que Mm. souvent, les agences, le chiffre qui tourne, je sais pas à quel point il est vrai, mais c'est 3 ans à peu près. Ouais, Voilà. ouais, ouais. Voilà. En agence, ouais. Voilà. Donc là, c'est des personnes moi, qui sont là, qui ont connu qu'une boîte, Eskimos, qui ont grandi avec la boîte, donc c'est super en termes de trajectoire de carrière. Mais du coup, bah, moi, j'étais un peu le petit nouveau. Et c'est vrai qu'il faut trouver le juste équilibre entre Exactement. je veux impulser une dynamique, parce que bah, si je suis là, c'est aussi parce que j'arrive avec un projet, j'arrive pas tout seul, Bien entre sûr. guillemets. Mais il faut pas que je crée de la désorganisation. Mais à l'inverse, si tu fais pas assez, on te dit aussi, bah, so what, pourquoi tu es là, entre guillemets, c'est quoi ton impact, etc. Donc voilà, moi je suis assez pragmatique et j'ai pas beaucoup d'ego là-dessus en disant bah je pense que j'ai dû faire plein d'erreurs, je pense que j'ai aussi peut-être dû amener des choses intéressantes et voilà, moi j'essaie de créer en tout cas une bonne dynamique. Il faut rester humble et à l'écoute. Donc voilà, je sais que j'ai encore de la progression. Moi je vois vraiment comme je suis nouveau dans ce métier, donc j'essaie d'apprendre tous les jours. Ouais. Après, je pense que ce qui aide bien, c'est la rencontre et le temps qu'on passe finalement avec les équipes pour prendre le temps de dire, bah, je t'écoute, raconte-moi, toi, qu'est-ce que tu as fait avant et moi, je vais t'expliquer ma vision des choses et peut-être qu'ensemble, on va trouver un terrain d'entente qui fait que ça va bien se passer, quoi. Mais c'est vrai que c'est pas évident, ça prend du temps, c'est hyper énergivore et... Bah après, moi je trouve ça hyper stimulant. C'est vrai que je veux pas du tout me plaindre, c'est pas ce que j'essaie de passer comme message, mais moi Non, je non, trouve mais je ouais. te rassure, hein, Ok, ça va. Et non, moi je trouve ça hyper stimulant parce que tu es sur tous les fronts et surtout cette année. C'est-à-dire que je sais qu'il y a des tempéraments qui aiment bien évoluer dans des contextes d'hypercroissance et puis d'autres des contextes un peu durs. Moi je suis plutôt le tempérament à bizarrement être à l'aise dans les contextes un peu durs. Et ce qui est le cas aujourd'hui, hein, c'est un Mm, contexte, voilà, l'économie, je vais pas revenir là-dessus, mais on sait tous que c'est voilà, les prises de décision s'allongent, on est et d'accord. les annonceurs ils ont du mal à se projeter sur des projets à long terme, ils ont du mal à avoir une visibilité sur les budgets. Et donc bah, nous, on est souvent une variable d'ajustement, de régulation, etc. J'ai presque envie de te dire, pour compléter,
chaque euro dépensé doit être justifié, quoi. Ah bah largement, et puis sur tous les grands groupes, ce qui n'était pas le cas il y a 2-3 ans, Ouais. honnêtement, où tu... Tu Voilà, as de la renégo c'est ça. de contrat, tu as plein C'est de ça. choses qui font que même quand ça roule, bah, en fait, il y a quand même un détail qui C'est fait ça. que ça va pas tout à fait se passer comme c'était prévu, Donc, quoi. tu as ce contexte économique Mm. qui est un vrai élément finalement à prendre en compte. Et puis, tu as une transformation technologique d'un marché, d'une expertise. Et donc, moi, j'arrive à ce moment-là. Et donc, bah, le chantier, il est pharaonique de Bien transformation, sûr. et, ce qui est le cas dans ma boîte, mais qui est le cas dans plein de boîtes finalement. Et donc, bah, je trouve que j'arrive quand même à un moment qui m'intéresse, quoi. C'est-à-dire que quand tu Ah bah, arrives il y dans a un une... vrai enjeu. Bah voilà, c'est-à-dire que quand tu arrives dans une boîte qui est en croissance à 2 chiffres et sur un marché hyper dynamique, tu fais de la croissance assez facile. Mais comme on dit, c'est quand la mer se retire qu'on voit ceux qui se baignent nus. Et bah là, je pense qu'on est au bon moment où on voit effectivement les boîtes qui ont réussi à anticiper ce virage, qui ont Bien réussi à sûr. se structurer, à penser une offre. Et donc, bah voilà, en un an, moi, je suis hyper fier des équipes parce qu'on a travaillé beaucoup la partie tech, la partie innovation, la partie automatisation, IA, qui fait qu'aujourd'hui, on a une offre qui est hyper canon sur le marché et qui porte ses fruits là. Et donc, pour le coup, ouais, c'est vrai que ça fait que 10 mois, en fait, que tu es au poste. Et C'est donc, ça. tu as déjà, d'après ce que je vois, en tout cas, un beau chemin qui s'est tracé. Comment tu vois l'année 2026 à venir, au-delà effectivement de déjà ce qu'on a dit, ce contexte particulier? Est-ce que tu vois une croissance, en tout cas, de cette partie GEO? Est-ce que tu vois un ralentissement? Tu me disais tout à l'heure, et tu avais des arguments pour ça, que pour toi, Google avait une belle vie devant soi. Comment tu vois les choses? Ouais, ça va être très dépendant quand même du contexte économique et politique français. Moi, je parle que du marché français. Oui, oui, oui. C'est-à-dire que tant qu'il y a une instabilité, etc., les boîtes elles ont quand même du mal à se projeter. Et souvent on dit, c'est finalement, il faut créer de la stabilité pour créer de la confiance. Et la confiance, c'est un peu à la source finalement d'une économie prospère, etc. Donc, moi, je pense que tant qu'on n'est pas sorti de ce brouillard, ça va être compliqué. Il n'empêche que sur la partie géo, on voit qu'effectivement il y a un taux d'adoption qui est magistral, et aujourd'hui il se fait à la fois sur le pro et à la fois sur le perso. Et aujourd'hui, c'est les usages perso qui sont devant les usages pro. Oui. Donc on sent bien que c'est pas un truc comme le Web3, comme la blockchain, c'est une vraie révolution qui va s'implémenter comme Internet en 2000, comme le mobile en 2010. On voit bien que c'est un troisième cycle qui va s'implémenter. Donc je pense que ça va être une année de clarification et de lancement des premiers projets structurants finalement sur l'IA. Et je pense qu'il va y avoir des premières boîtes. On va sortir du POC et plutôt Ouais, partir c'est sur ça. des vrais projets. Ouais. C'est ça. C'est déjà en interne, on voit qu'il y a des premiers projets qui sortent. On n'est plus sur la phase de test, mais qu'il y a des premiers projets qui sortent. Et je pense que sur les moteurs IA, il va y avoir des premiers use cases. Nous, voilà, on accompagne aujourd'hui une 50aine de clients uniquement sur cette verticale. C'est énorme. Alors, avec moins d'ambition que sur le SEO, mais voilà, il y a des premiers tests. C'est énorme parce qu'il y a un an, ça commençait déjà, Non. Il y a un an, il fallait faire des clés de bras aux clients pour se lancer là-dessus. C'était C'est vraiment, ça. voilà, Donc c'est on le faisait énorme. un peu sans que le client nous le demande, entre guillemets. On testait. Donc c'est voilà. énorme pour Ouais, le coup là. c'est ça. Mais ça reste avec une ambition assez mesurée en On est disant, d'accord. voilà, on met quelques C'est ce moyens, que tu on disais. teste, voilà. Ouais. Mais en tout cas, voilà, il y a une 50aine qui sont OK, on va tester. Et sur 100% des briefs qu'on reçoit aujourd'hui, là, depuis septembre, même l'été, 100% ça a de l'IA. il y a de l'IA maintenant. Mm. Il y a de l'IA sur SEO, GEO, On est d'accord. on veut être présent sur GEO. Alors des fois, on sent bien que c'est rajouté parce qu'il faut le rajouter. Voilà. Parce que l'IA leur a dit de le Voilà, rajouter. c'est ça. On sent bien que c'est fait pour faire plaisir au patron aussi. Donc c'est pour ça, faut garder un peu de la mesure. Mais moi, je pense que ça va être une année de clarification. Et puis, c'est une année où on va voir aussi les top players. C'est-à-dire que, encore une fois, je pense que nous, on s'est mis en ordre de marche. On a investi. Il y a des ressources. Par exemple, il y a des personnes qui travaillent sur la prod qui étaient des excellents consultants. On a sorti de la prod en disant, toi, tu vas travailler sur la partie R&D, sur l'innovation. Okay. Donc, c'est des personnes qu'on facture plus. Donc, c'est de l'investissement pur qui, aujourd'hui, ont construit des outils qu'on met à disposition de nos consultants. C'est des outils à base d'IA, d'automation, etc., qui font gagner du temps, qui génèrent de la valeur. Et aujourd'hui, ça a un coût, on va dire, net pour la boîte, mais demain, ça sera, si le pari est gagnant, ça va être de l'investissement qui va porter ses fruits. Donc, en tout cas, moi, je pense qu'on a fait l'effort à la fois en termes de contenu, en termes de stack technique. On a créé un produit aussi avec 8 applications qu'on met à disposition des clients pour gérer leur search marketing, etc. C'est beaucoup d'investissement et voilà, on pense que ça va porter ses fruits cette année, l'année prochaine, etc. Oui, c'est ça. C'est quand vous développez ce type de produit, l'idée, c'est que ça augmente votre notoriété aussi, qu'on vienne plus directement sur votre page et puis qu'après, on ait envie d'être accompagné, en fait. C'est-à-dire que je fais le constat assez simple. C'est-à-dire que je prends l'exemple d'un audit SEO. Donc, typiquement, ça arrive souvent. Il y a un annonceur X qui nous demande « Je ne suis pas très bien référencé sur Google, est-ce que vous pouvez auditer ma stratégie ?» Et identifier les points qui vont et qui ne vont pas. Avant, on le faisait. Aujourd'hui, l'IA peut le faire aussi bien que nous, quasiment.
Donc c'est pas là où réside, ou c'est plus là où réside la valeur. Là où va résider la valeur, c'est sur la priorisation, sur l'identification, en disant sur ces 50 chantiers qu'on a identifiés, nous, Eskimos, on pense qu'il faut agir sur ces 3-là, parce que l'impact coût versus rentabilité est 100 fois meilleur que les 47 autres chantiers. Ouais. Et ça, c'est un truc que l'IA ne peut pas savoir. Bien Donc sûr, c'est là-dessus où va se jouer la valeur. Et pareillement, aujourd'hui, la conviction que j'ai, c'est qu'aujourd'hui, une agence, elle est trop vue comme un prestataire de service, c'est-à-dire, je caricature vraiment exprès, c'est une usine à bras et à cerveau que le client utilise en disant tiens, il me faut 2 gars pour ça, 3 personnes pour ça, etc. Et ben ça suffit plus, je pense. Si on propose que ça, c'est pas suffisant. Donc nous, ce qu'on a pris le parti, c'est de dire ok, on a des consultants, on a c'est de l'expertise, 250, mais on va rajouter une brique technologique qui fait qu'ils arrivent avec leur expertise, leur savoir, leur expérience, mais ils arrivent aussi avec des outils qu'on a créés nous-mêmes depuis 3 ans, qui leur permettent d'apporter quelque chose que le marché n'apporte pas. Et donc ça, c'est un parti, encore une fois, ce que je disais, c'est l'investissement. Et moi, je pense que c'est plutôt un bon pivot, parce qu'on n'est pas tout à fait un SaaS. On a encore une agence, mais on a une agence augmentée, ou je ne sais pas comment on peut le dire, mais voilà, tu vois. C'est ça, où tu tends vers quelque chose qui va être un peu plus... On arrive avec d'autres services, Ouais, avec une base un peu, j'oserais dire, industrialisable, mais tu comprends pourquoi, pour justement y imbriquer votre accompagnement et votre valeur ajoutée et ça, sur c'est super, l'expertise. Parce qu'en appel d'offres, ça nous particularise. Bien sûr. Quand tu as le client, ça permet aussi de le garder. Tu vois, mon enjeu, c'est de garder les clients le plus longtemps et le plus satisfait possible. Donc, le fait d'avoir de l'humain et une brique technologique sur laquelle le client il peut piloter tout son mix marketing, son search, son SIA, créer ses contenus, acheter ses liens, regarder sa visibilité sur la partie géo. Et en plus, c'est un outil qui est, en termes de prix, on a pris le parti d'être bas par rapport au standard du marché. C'est aussi, on pense, un élément qui permet de conserver finalement le client et d'avoir un très bon niveau de satisfaction. Ouais, ça c'est ça vient encore en plus, effectivement, la partie coût, en effet. Et pour le mot de la fin, est-ce que tu pourrais me dire effectivement aussi ce que toi, Jérémy, pas forcément le DG d'Eskimos, mais toi, Jérémy, tu vois comme beau projet en utilisant aussi peut-être l'IA à titre perso ou pro, en tout cas, comment tu vois les choses et aussi ta vision. Si, je voudrais bien revenir sur cette vision de Google, parce que tu m'as dit, moi, j'ai une conviction, il faut que je la partage. Ouais, sur Google, Moi, j'ai toujours travaillé sur les outils Google, notamment en SIA, et j'écris beaucoup sur Google, etc. Des fois, je suis un peu dur, mais j'essaie toujours d'être juste. Et aujourd'hui, objectivement, je trouve qu'on fait un mauvais procès à Google, en tout cas quand on les enterre trop vite. Alors certes, ils ont loupé le premier virage en 2022, on a vu qu'ils étaient un peu au chou, etc. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est la seule plateforme qui a 9 outils qui sont utilisés par 1 milliard d'utilisateurs au moins. Ils ont 9 produits. Donc en termes de densité dans les usages, c'est énorme. Donc ils ont des modèles de données qui sont monstrueux. Là où ChatGPT a ChatGPT. Voilà. Ils n'ont pas d'autres briques servicielles. Donc ce qui fait qu'ils peuvent créer des modèles complexes. Sur les 2 derniers prix Nobel physique et chimie, les 3 gagnants, c'est 3 Googlers. Donc ils ont aussi une production intellectuelle qui fait qu'ils sont vraiment à la pointe. Le modèle ChatGPT, il se base sur les modèles Transformer. Transformer, c'est quoi? C'est DeepMind, et DeepMind, c'est Google. Donc ils sont quand même finalement à l'origine de l'IA. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que c'est une entreprise rentable, très fortement rentable, ce qui n'est pas le cas de ChatGPT. ChatGPT, c'est 20 milliards de pertes chaque année. Là où Google génère plusieurs dizaines ou plusieurs centaines de milliards de rentabilité. Quand demain, on va demander à ChatGPT d'être rentable, parce que ça va arriver, bien sûr, au bout d'un moment, l'argent magique, c'est pareil, aujourd'hui, ils sont OK, mais peut-être que dans 1 an, 2 ans, ce sera moins le cas, ils vont devoir mettre en place des mécanismes de monétisation, et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer ce qu'on appelle, c'est un concept, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est un penseur américain qui parle d'emmerdification. C'est-à-dire que toutes les plateformes, plus elles se démocratisent, plus la qualité du service a tendance à baisser. C'est le cas avec Spotify, Netflix, Google, etc. Donc, qu'est-ce qui risque d'arriver sur ChatGPT? Il risque d'avoir des publicités qui vont popper, etc. Il risque d'avoir peut-être des phénomènes de latence. Il risque d'avoir des phénomènes où on va orienter les résultats parce qu'il y aura des agences géo comme nous et d'autres qui vont travailler là-dessus. Enfin, il va se passer ce qui se passe sur Google, quoi. Et donc, le degré de qualité et de satisfaction va tendre à baisser à mesure que ça va se démocratiser. Donc ça, c'est le deuxième point. Et après, le troisième point, c'est aujourd'hui, Google a quand même une maturité technologique et ils ont très vite, ce qu'il faut mettre à l'actif, c'est-à-dire que c'est une très grosse boîte, ils ont très vite compris qu'ils étaient en retard et ils ont réaligné toute la stratégie d'entreprise pour dire maintenant c'est IA first. Et donc Gemini aujourd'hui il est implémenté partout sur tous les produits Google, ils ont Android, ils l'intègrent sur Google. Ce qui est assez incroyable d'ailleurs. C'est ça, c'est-à-dire que moi je me dis,
aujourd'hui, on utilise tous Chrome, on utilise tous Google. Et on utilise un peu ChatGPT parce que l'expérience, elle est assez folle sur le conversationnel. Si demain en France, Google et Chrome intègrent Gemini, ce qui est le cas dans les autres pays, quel est mon intérêt, moi, d'utiliser ChatGPT et de changer de... Alors que j'ai mes habitudes, j'ai mes favoris, j'ai 20 ans d'historique avec Google. Je pense que j'ai pas d'intérêt objectif à changer. Et donc, je pense que, effectivement, l'hypothèse que je fais, c'est que ChatGPT, ça va être difficile pour eux de dépasser les 1,5 milliard parce qu'on voit bien que sur les populations plus âgées, ça reste quelque chose qui est assez obscur, l'IA. Ils ont une UX qui est pas très friendly, en tout cas pas très avenante, etc. Donc, alors peut-être ils sont en train de créer un device, etc. Donc, moi, je suis pas dans le secret des dieux, mais en l'état... Tu penses qu'ils atteignent un peu, là, au bout d'un moment moi, je pense que quand on va leur demander d'être rentable, ils vont changer le produit. C'est encore un autre sujet. Ils vont changer le produit et donc, du coup, ce qui fait leur attrait aujourd'hui va disparaître un peu. Et surtout que Google, encore une fois, ils ont très vite réagi. Et aujourd'hui, moi, je trouve que le modèle Gemini, il est quand même... Par exemple, sur la partie vidéo et génération d'images, je trouve que Gemini est au-dessus que ChatGPT. Je l'utilise. Ce qui n'était pas le cas il y a 2-3 ans, si tu veux. Je l'utilise parce que typiquement, moi, dans ma boîte, on a toute la suite Google. Et maintenant, je génère en 2.2 des images pour mes slides. Mais c'est canon, quoi. Tu gagnes un temps. Et effectivement, en termes d'images, moi, je le trouve plus compétent. Ouais. Et j'ai l'impression, moi, c'est pareil, c'est une hypothèse. Alors, je ne sais pas si c'est complotiste, mais... pourquoi Google se laisse ChatGPT aspirer ses contenus ? Parce qu'aujourd'hui, ChatGPT n'a pas d'index, et donc ils utilisent l'index Google pour générer les réponses. Google pourrait très bien bloquer en disant c'est un concurrent, je veux pas qu'il aspire. Mais moi, je pense qu'ils laissent aspirer leur contenu pour éviter que ChatGPT crée lui-même son index et devienne autonome. Oui. C'est une forme de contrôle, entre guillemets, en disant j'accepte un peu ta concurrence, mais ça va me permettre de te contrôler, parce que si demain tu as un index, j'ai plus de prise sur toi, et c'est un peu le monstre de Frankenstein qui s'échappe. Donc moi je pense, je dis juste qu'il ne faut pas enterrer une boîte comme Google qui est ultra rentable, qui est ultra implémentée dans le territoire, qui a des milliards d'utilisateurs tous les jours et qui a des modèles de données faramineux, quoi. Merci Jérémy. Merci à toi Alexandra. C'était un chouette épisode. En tout cas, moi j'ai appris plein de choses et je suis sûre que je ne serai pas la seule. Donc merci à toi d'être venu ici. Merci.